Bonjour à tous. Déjà, merci d'être venus. C'est important. Souvent, on dit qu'Haskell fait peur aux gens. Quand on recherche Haskell sur le web, qu'on trouve des articles, des choses comme ça, on a souvent l'impression, enfin, les gens en parlent, c'est souvent compliqué à lire. Quand on ne connaît pas du tout Haskell, on va entendre parler, par exemple, de théorie des catégories, de monades, de monoïdes, de plein de trucs. Et en fait, souvent, ça impressionne. Et l'idée de ce talk, c'est de vous dire qu'en fait, ça ne sert à rien de connaître ces gros mots. Les principes, vous allez les apprendre progressivement. Et on peut se lancer en codant quasiment comme d'habitude, comme on le ferait en Java ou en un autre langage. Et au passage, si ma découverte peut vous éviter des pièges, bah, ça me fera plaisir. Donc déjà, avant de continuer, je vais vous présenter ma boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais me servir du code un petit peu et du besoin, du contexte de ma boîte pour expliquer la suite. Je bosse chez Fairview. C'est une petite start-up qu'on a créée il y a maintenant 1 an. Qu'est-ce qu'on fait? On a un fonctionnel assez basique. On fait de la récolte d'avis clients. C'est-à-dire, vous faites un achat sur Internet. Je pense qu'on est nombreux à le faire ici. Ensuite, en général, on reçoit un email. Dans cet email, on vous demande de laisser un avis. Si vous êtes un être humain standard, on va dire, vous allez supprimer cet email ou le laisser passer en spam instantanément. C'est ce que font la plupart des gens. Notre idée, c'est de dire si on veut augmenter, parce qu'en fait, les avis, c'est important, parce que souvent, quand on va acheter un produit, on va aller lire les avis. Mais si tout le monde met les emails en spam, il y a un souci. L'idée, c'est de dire, nous, chez Fairview, quand vous acceptez de laisser un avis, nous, on fait un don à une association. C'est pour essayer de motiver un petit peu le consommateur. Et aussi, on a un autre objectif. On essaye en fait de donner une impression que faire du business, c'est pas seulement sale. Ça peut avoir un côté éthique agréable. Donc voilà, c'est notre manière de faire. On essaye d'améliorer au passage l'image de marque de certains commerçants. Et puis, si les associations peuvent gagner du fric au passage, c'est toujours ça de bénéfique. Donc maintenant, techniquement, parce qu'on est quand même là pour ça. En quoi ça consiste? C'est une appli, tout ce qu'il y a de plus basique en fait. C'est de la gestion, c'est du CRUD, c'est des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un back-end, on a un front-end, et on a des plugins, PrestaShop et compagnie. L'idée, c'est que le commerçant ne doit surtout pas réfléchir pour ajouter notre plugin dans son site. Donc maintenant, le contexte et le besoin qui ont amené à la découverte de Haskell. En fait, pour situer un petit peu, on est au début de Fairview, il y a maintenant 1 an. On me demande de coder l'application. Je suis la seule développeuse de l'appli, on est 3 cofondateurs, les autres ont d'autres jobs, moi je suis la dev. Bon, faut se lancer. L'idée, c'est de dire, on doit faire nos preuves, on doit convaincre notamment des investisseurs, des commerçants, avec un produit qui ressemble à quelque chose, sachant qu'on a des concurrents sur le marché. Donc il faut arriver à avancer assez rapidement pour convaincre et qu'on nous donne du fric, parce qu'on n'en a pas, on est une start-up, je le rappelle. Donc, on est au démarrage, coup de chance. Il n'y a pas de stack encore existante, donc je n'ai pas un legacy à prendre en compte. Je suis très libre dans mes choix. J'ai qu'une seule contrainte, vraiment. Par contre, elle est assez forte. Je dois être efficace, parce qu'il faut qu'on arrive à avancer très rapidement. Et mon code doit être viable. Je n'ai pas envie, au bout de 6 mois, de le jeter et de recommencer. Ça va être important. Ensuite, personnellement, j'ai un idéal dans mon taf. J'ai envie de m'éclater quand je dev. J'ai pas envie juste de subir au quotidien mon taf. Et c'est ce qui va influencer énormément mes choix. Donc, la première chose que j'ai fait, je me suis posé des questions. Qu'est-ce que je vais choisir comme techno? Personnellement, au fil des années, il y a des technos que je n'apprécie plus. Il y en a d'autres que j'avais envie de découvrir. Donc déjà, je vais commencer par la première partie, le côté client. Ça, c'est un choix qui est facile. Pour moi, en tout cas, j'ai fait de l'Angular, j'ai fait du React, j'ai fait du Vue. Bon, ça sera du Vue parce que c'est un goût personnel. Voilà. Ensuite, côté serveur, question très compliquée. J'ai opté simplement pour faire un état des lieux, basique, factuel, à ce niveau-là, avantage, inconvénient. Par contre, c'est totalement subjectif, je vous préviens, si je troll, c'est contre ma volonté. Donc tout d'abord, Node.js. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de startups qui font du Node. Node, à mes yeux, c'est une bonne techno pour faire du POC. Donc justement, un code peu viable sur le long terme.
je rappelle, avis totalement subjectif. À mes yeux, on peut démarrer très rapidement. Donc les premières fonctionnalités, elles sont là hyper rapidement. Et le recrutement, c'est très simple parce qu'on recherche du développeur JavaScript. Parce que c'est un problème qui va se poser après. Si on arrive à s'en sortir, à devenir une super licorne, eh bien, on aimerait quand même recruter des devs ensuite. Donc par contre, on est sur un langage interprété. Et moi, j'avais envie d'un langage compilé, donc tout de suite, je supprime. Suivant, Ruby. Bah, en fait, j'ai commencé à détailler les éléments, mais pareil, langage interprété, en fait. Donc, j'élimine tout aussi rapidement. Alors, je vous fais pas PHP, parce que c'est exactement pareil, en fait. Donc là, je m'attaque un petit peu plus à des langages compilés que j'ai déjà fait, par exemple. Passons à Java. Il y a des boîtes qui font du Java. Et pourquoi pas. Ça vaut le coup, j'en ai fait pendant des années. Java a un avantage évident pour moi. On a un environnement de techno qui est ultra riche. On trouve ce qu'on veut dans n'importe quel lib, en fait. Un framework, bon, bref, énormément de choix, un écosystème très riche. Par contre, j'apprécie beaucoup moins la verbosité. Personnellement, quand je pense Java, je pense une classe et je vois apparaître instantanément dans ma tête tous les getters et tous les setters. J'avoue que bon, ça ne me fait pas plaisir de commencer à écrire ça avant de commencer à réfléchir, en fait. Du même ordre d'idée, quand je pense Java, moi, j'ai un réflexe qui est peut-être pas le bon, hein, je pense Spring, Hibernate et compagnie. Donc c'est pareil, on y passe des jours à tenter de démarrer le truc, quoi. J'ai pas envie non plus. Donc voilà. Ensuite, Scala. J'en ai un peu fait. C'est donc déjà pour commencer un langage compilé. En termes de bénéfices, bah, comme on tourne globalement sur AJVM, on a aussi l'écosystème Java, c'est cool. C'est un langage fonctionnel. Par contre, à mes yeux, on a une tentation à faire comme dans Java, en fait, puisqu'on est sur un langage multiparadigme. Et donc, plutôt que de se dire, je vais coder vraiment en fonctionnel, et bah, on continue à faire comme avant, et puis en fait, on n'évolue pas et on n'apprend pas. Donc, c'est ce qui m'était arrivé à l'époque. Je le dis clairement. J'ai été tenté et j'ai fait du Java. Ensuite, Haskell. Pourquoi Haskell? Pourquoi est-ce qu'il apparaît dans cette liste alors que tous les autres, c'était des langages que soit j'avais déjà pratiqués, soit c'était des langages très courants? Bah, tout simplement parce que j'en entends parler depuis très longtemps. Déjà, pareil, langage compilé, cool. Langage fonctionnel, cool aussi. Haskell me faisait peur, par contre. Une syntaxe un peu complexe. Quand on lit les premières lignes, on voit des opérateurs cabalistiques partout. Je ne comprenais pas ce qui était écrit devant moi. Et puis quand on écoute les autres en parler ou qu'on lit des articles sur le web, on ne comprend pas tout ce qu'ils nous racontent parce qu'on nous parle de modane, on parle de... par exemple, mon compagnon fait du Haskell au quotidien. Quand je lui pose une question, sa première réponse, c'est ça c'est facile, tu livres, tu mappes, et puis à un moment... Et maintenant, je comprends ce qu'il me disait à ce moment-là. Mais ces premières phrases, quand il m'a sorti ça, je me suis arrêtée, j'ai fait... J'ai rien compris. Donc ça, c'était mon entrée sur Haskell. Et le recrutement, essayez de proposer Haskell à un recruteur et il va commencer à chercher sur LinkedIn le mot-clé. Ça ne marche pas, en fait. Donc, pour la plupart des gens qui font du Haskell, souvent, d'ailleurs, c'est souvent des développeurs Scala qui font du Haskell en plus le week-end. Donc, on va voir d'ailleurs les commits en Haskell sur GitHub sont majoritairement le samedi et le dimanche, ou la nuit. Donc, c'est assez représentatif. Donc, je récapitule. Déjà, j'ai commencé par supprimer les langages interprétés, parce que, voilà, je ne les prends même pas en compte. Ensuite, un critère suivant, j'avais envie donc, de fun. Ça va éliminer Java. Voilà, désolé. Ensuite, j'avais envie de découverte. J'avais déjà fait du Scala. J'avais envie d'essayer autre chose. Bon, j'élimine Scala aussi. Et donc, il ne m'en reste plus qu'un. J'aurais pu rajouter du Kotlin et d'autres choses dans la pile, mais bon, là, j'avais envie de faire du Haskell. Puis ça tombait bien, en plus, je m'étais trouvé tous les bons arguments rien que pour moi, quoi. Donc, je me suis lancée. Oui, mais avant de continuer, je vais vous poser en fait une question. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui n'ont jamais lu une ligne de Haskell? Ok, nickel. Parce que comme ça, je vais vous en parler, vous parler d'abord un petit peu du langage, ce que je ne faisais pas les fois précédentes que j'ai présenté ce talk, et on m'a dit, on ne comprend rien. D'accord. Donc maintenant, je vais parler un petit peu plus de Haskell. Donc à quoi ça ressemble? Déjà, on a des principes
il y a ce qu'on appelle les alias de type. Alors, je n'aborde pas la totalité du langage, parce que sinon on y serait pendant 2-3 heures. Et on n'aurait fait qu'une première couverture. Non, là, je vais aborder les points que je vais utiliser par la suite. Donc, l'alias de type. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement, c'est un alias, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler un objet de type texte, je vais manipuler un objet de type user-ID. Pourquoi? Parce que quand je vais lire mon code, ça va être plus clair. Pareil, UTC-time, j'avais envie de l'appeler date, parce que ça me parle mieux, que ça ressemble au Java, pourquoi pas. On fait ce qu'on veut. On a aussi des data types, on peut faire des enums comme ça. Ça se présente assez simplement. Là, j'ai un user type, il est admin ou reviewer. Sinon, on a aussi d'autres formats de data type, où on va pouvoir représenter des objets. Là, j'ai l'équivalent d'une classe, on va dire, avec 4 attributs, cherchez les noms, user ID, email, password, user type. Donc en plus, du coup, je réutilise l'enum d'avant. Eh bien, les data types viennent gratuitement avec plusieurs choses. Déjà, les constructeurs. Alors, dans cette ligne, il y a plusieurs choses qui apparaissent. La première ligne, c'est le constructeur en tant que tel, le nom de ma classe, et puis derrière, dans l'ordre où je les ai définis, les valeurs. Et puis le where, ça c'est une clause supplémentaire en Haskell qui permet de définir des choses à l'avance dans un petit coin, donc des fois ça rend le code plus lisible. Moi j'aime beaucoup. Et en plus, ce data type va venir aussi directement avec des getters. Pour un peu qu'on ait l'utilisateur défini comme défini avant, simplement en appliquant UID, qui était le nom de l'attribut, sur l'objet, je vais directement récupérer son user ID. Ensuite, il y a un autre principe qui est important en termes de lecture de code, en tout cas, les fonctions. Alors, il y a plein de flèches en Haskell. Et les 2 points et tout ça. Donc, en haut, la première ligne, vous avez une signature de fonction. Cette fonction prend un argument, qui est user-type, et va vous retourner un booléen. Le type de retour, c'est toujours le dernier au bout. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on a plus compliqué. Là, elle prend un user, puis un user-type, puis elle vous retourne un booléen. Donc le principe de séquencement des flèches se cumule. Là, j'ai cumulé, par exemple, la totalité du code que vous venez de voir, des exemples que vous venez de voir. Bon, ça, c'était une passe rapide. Donc, ensuite, quoi dire? Moi, j'ai des habitudes quand je développe. Je viens du monde Java. J'ai besoin d'un certain petit environnement de travail avant de me lancer dans mon code. Comme ça m'évite de me poser des questions. Tout d'abord, j'ai besoin d'un IDE. Moi, j'aime bien, vieille habitude, j'aime bien l'autocomplétion, des trucs comme ça, la coloration syntaxique et autres. Donc, il y a des plugins qui existent. Puis en plus, ça a un avantage, c'est comme on va découvrir un nouveau langage, l'IDE va un petit peu nous aider quand même. Des fois, c'est quand même cool. Alors, il y a plein de gens qui utilisent Vim ou Emacs en Haskell, c'est la même communauté. Mais on va pouvoir trouver des plugins qui même s'intègrent à Vim et qui font la même chose. Personnellement, j'ai un goût pour VS Code. Et il y a un plugin Askiro aussi qui fait très bien le travail. Il va ajouter du formatage, de la coloration, des trucs comme ça. On m'a aussi conseillé, que je n'utilise pas encore d'ailleurs, Stylish, pour styliser automatiquement le code. Vous verrez un truc en Haskell, on aime bien parfaitement aligner verticalement les choses. Tous nos imports sont parfaitement clean. C'est un truc, les gens sont fous de ça. Donc Stylish le fait à notre place, parce que depuis le début, moi, je tabule. Alors, ça marche bien, mais ça prend du temps. Alors, je réfléchis pendant ce temps-là. Mais bon, c'est pas terrible non plus. Sinon, il y a HLint. Tout le monde connaît, je pense, ESLint et autres du monde JavaScript. Là, on va un petit peu plus loin. Il va nous aider. C'est-à-dire que si on se retrouve avec une signature de fonction qui fait un truc usuel, je sais pas moi, transformant en booléen en string, HLint va nous dire « Hey, Coco, il y a un truc qui existe déjà dans Prélude, qui est la librairie de base de Haskell. Ça s'appelle ça, et il y a des chances que ça fasse ce que tu veux. » Ah, merci, je vais éviter de recoder la roue. C'est quand même utile des fois. Ensuite, j'ai besoin d'un outil de build et de packaging. Alors, quand je me suis lancée en Haskell, j'ai découvert Cabal. Sensation très désagréable. Cabal, il faut lui définir les dépendances, gérer la compatibilité entre elles. Bon, bref, j'ai pas aimé des durs. On fait tout à la main, c'est très, très, très désagréable. Ensuite, on m'a conseillé Stack. Et là, c'est un changement de vie, en fait.
il va se débrouiller tout seul pour gérer les versions des dépendances. On lui indique juste une LTS comme sur Linux, en fait, une version. Et lui, il gère tout à la main, enfin tout seul. Et c'est lui qui s'occupe de Cabal en dessous. Donc c'est parfait. En plus, il va nous permettre d'exécuter les tests unitaires. Il va nous permettre de builder le binaire pour la prod. Bref, nickel, quoi. Moi, j'aime les choses avec une petite intégration continue. J'aime faire un push. Puis après, arrêter de me préoccuper de mon taf. Enfin, revenir dans mon code, en fait. Pendant que quelqu'un d'autre bosse à ma place. Ça, c'est... Là-dessus, j'utilise CircleCI, une image Docker qui va bien, avec Stack installé dessus, et puis Circle fait le travail. Ensuite, dernier point, l'hébergement. Tout le monde a envie de vous dire, ouais, va sur Amazon, et puis ça roule tout seul, quoi. Personnellement, j'aime pas avoir à installer mes serveurs toute seule. Je suis une ancienne ops, admin système aussi. Je sais le faire, c'est pas toujours un instant de plaisir, et si je peux éviter de le faire, j'évite de le faire. J'aime pas maintenir mes serveurs. Donc pour ça, je préfère avoir un hébergeur SaaS qui fait le taf à ma place. Moi, je push et puis il se démerde. Pour ça, je prends Clever. Clever fonctionne très bien là-dessus. En plus, au moment où je me lançais sur Haskell, Clever faisait des quotas gratuits. Ils offraient des crédits gratuits parce qu'ils étaient en bêta Haskell. Donc tout bonus, parce que je rappelle, on est en start-up, on n'a pas un rond. Donc c'est nickel. Et en plus, même maintenant qu'on paye, mais enfin, on doit payer 20 € par mois, quoi. Ils s'occupent toujours de nous comme si on était un gros client. Ils sont ultra réactifs, c'est absolument génial. Donc là-dessus, je vous conseille Clever si vous avez besoin. Et dessus, on peut instancier, par exemple, moi je vais avoir besoin d'une base PostgreSQL et d'un serveur Haskell. On peut faire ça très bien. Donc maintenant, on va pouvoir coder, quoi, tout simplement. Alors, je ne vais pas forcément vous présenter beaucoup de code. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui. Je vais surtout vous présenter comment on ferait pour se lancer, parce que le code, je pense que vous pouvez l'apprendre tout seul. Ce n'est pas l'idée. Donc, je rappelle, mon besoin, on est très simple, on est sur du CRUD de base. On ne va pas avoir beaucoup de données parce qu'on n'est pas connu, quoi. On n'est pas encore la licorne. Donc au début, on n'a pas trop de données à gérer. Un jour, peut-être, on aura des millions de data en base et tout. Mais à ce moment-là, on fera autrement. Ou pas, d'ailleurs. Donc on va manipuler nos données via une API et puis un connecteur à la base de données. La couche service, donc j'en parle pas parce que c'est là où vous avez tout votre code métier Haskell enfin, dans notre cas, en plus, il n'a rien de bien méchant. Il n'est pas forcément intéressant à présenter. Je vais parler d'abord de l'API. Donc, personnellement, j'utilise la lib servante pour faire des API. Pourquoi ? En fait, servante permet plusieurs choses. Déjà, il va s'utiliser de la même manière pour décrire une API serveur que vous exposez ou d'une API client qui va aller consommer une autre API, en fait. On va écrire le code exactement de la même manière. Donc, déjà, c'est très pratique à ce niveau-là. Vous pouvez exposer une API et utiliser le même code pour faire votre client de test, par exemple. Ensuite, ce que j'aime, c'est qu'il est extrêmement simple. Alors, simple. Il est simple à lire, à utiliser. Par contre, il ne faut pas rentrer dans le code de la lib, parce que là, il est extrêmement complexe, en fait. C'est toute la complexité de la chose. Par exemple, vous avez un nouveau développeur qui débarque dans l'appli. Vous n'allez pas lui expliquer comment fonctionne Servante. Surtout pas. Non, surtout pas. Il ne faut surtout pas essayer de faire ça. C'est le meilleur moyen de le noyer, en fait. Donc, par contre, on va lui faire lire le code des API. Et ça marche très, très bien. À quoi ça ressemble ? Eh bien, dans un premier temps, on va décrire, je vous parlais des alias de type. En voilà un qui est utilisé pour décrire une API de type GET. Il y a l'opérateur deux points chevrons, qui est un opérateur importé par Servante, qui va permettre de chaîner des informations. Donc là, on a l'équivalent de /API /seller. Après, à la fin, un peu comme dans une signature de fonction derrière, à la fin, on a le type retourné. On est sur une méthode de type get, qui va retourner du JSON et qui va me retourner un tableau de seller. Voilà, le truc est assez explicite. Pareil, je peux décrire plein de choses. Je peux décrire du post qui prend un body. Je peux décrire une méthode get qui a en plus un ID dans l'URL que je vais capturer et utiliser dans mon code.
Là-dessus, c'est toujours la même chose, en fait. Il n'y a pas de subtilité. Le type de méthode utilisée dans la signature va gérer votre code de retour en plus. Par exemple, il y a des posts no content qui ne vont pas retourner la même chose qu'un post normal. Il y en a un qui va retourner un 201, l'autre qui va retourner un 203. Ils se débrouillent entièrement. Juste à vous de décrire ces lignes-là. Et puis en plus, bonus, c'est que ça compile ce genre de choses. Donc, si on fait le moindre truc bizarre, on va être prévenu par la lib, par le compilateur. Une fois qu'on a écrit ça, on va inclure l'implémentation. Alors, c'est le moment où ça se complique un petit peu. Pour chaque API, pour chaque type qu'on a défini, on va définir une implémentation identique et chaque implémentation a une signature. Cette signature découle automatiquement du type qui a été défini au-dessus. Alors, moi, j'ai une méthode très personnelle. J'écris jamais la signature au début. J'écris juste, par exemple, list seller égale list all sellers, qui provient de mon service, et je laisse le compilateur faire le taf. Le compilateur Haskell est assez magique. Entre autres, il va me suggérer, avec les bonnes options, que ma signature, ça sera pull connection handler de tableau de seller. Et là-dessus, je vais le laisser faire parce qu'il va réfléchir à ma place en plus. Moi, je suis une grande flemmarde dans la vie. Et si quelqu'un d'autre peut faire le taf à ma place, je suis toujours heureuse. Et en plus, il va exprimer des trucs qui parfois sont un peu plus compliqués. Donc là-dessus, c'est très bénéfique. Très bénéfique, plutôt. À partir de là, on va combiner tout ce qu'on vient d'écrire pour obtenir une API globale. Il y a un nouvel opérateur qui apparaît. Ça marche comme ça en Haskell. C'est le 2 points, chevron, pipe, chevron. Voilà. Ils ont tous des... Bref, vous allez les voir, ils sont assez magiques. On met des chevrons dans tous les sens et on essaye de donner un sens au code. C'est l'opérateur alternatif. En fait, c'est le pipe qui exprime ça. Donc on va dire qu'en fait, on va avoir un type général qui est la combinaison des autres sous-types. Et pareil, on a une implémentation qui est la combinaison des autres implémentations. Et du même ordre d'idée, toujours en utilisant les mêmes fonctionnements, on va pouvoir complexifier. Là, j'ai un type qui... déjà, il y a la première ligne, la deuxième ligne qui représente exactement la même chose que ce que on vient de voir, qui est une combinaison de types. Et la première ligne va faire quoi? Elle va prendre cette API que je viens de créer et elle va la protéger. Là, je combine en fait une protection par token JWT sur une API déjà exposée. Donc, quasiment gratuitement, pas vraiment, mais presque. Je viens de protéger une API de mon serveur. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut utiliser le même code côté serveur et client. Là, c'est du code pour décrire une API client. C'est un exemple qu'on utilise dans l'appli, notamment pour requêter Sendinblue, qui envoie les emails à notre place pour l'inscription, par exemple. Et Sendinblue a une API qui est /SMTP et /email. Elle va prendre en body les informations de l'email qu'on veut envoyer et elle va nous retourner une réponse. Voilà. Vous avez tout devant vous, tout est décrit là. Il n'y a besoin de rien de plus. J'aime beaucoup. Par contre, on n'a pas que du bénéfice, malheureusement. On n'a pas que des avantages. Il a un gros défaut, c'est les messages d'erreur. La première fois, quand on essaye, des fois, on a des mauvaises surprises. Un exemple, ça sera plus parlant. Là, j'ai continué à faire ce que je faisais avant. Hein. J'ai juste une API qui est un peu plus grosse. Elle expose plein de trucs. En plus, elle est sécurisée. Si vous regardez bien, elle retourne une erreur HTTP quand on rate l'authentification. Je commence à en rajouter une nouvelle. Je rajoute un type. Par contre, j'oublie de mettre l'implémentation. Parce que j'ai été trop vite, tout simplement. Bon, déjà, j'ai mon plugin dans mon IDE qui est intelligent, qui me prévient. Alors, le souci, c'est qu'il me préviendra toujours à cet endroit-là, même si j'ai fait l'erreur dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai mis l'implémentation, mais j'ai oublié le type. Ah, ça, c'est pas pratique non plus. Et mon compilateur me répond ça. Personnellement, au début, j'ai essayé de le lire. Maintenant, ça me paraît évident. Au début, je n'y arrivais pas. Surtout, des fois, l'erreur est assez tortueuse, puis il suffit qu'on ait une très grosse API, et c'est vraiment la fête du slip. Donc, personnellement, quand je vois une erreur qui ressemble à ça, avec notamment l'opérateur alternatif là, dont je viens de parler, j'oublie de lire l'erreur, et je vais relire le code que je viens de faire.
C'est souvent plus efficace. Donc ça, c'est le petit souci avec Servant. C'est assez perturbant. Donc pour éviter ça, j'ai une autre manière de coder. Je vais décrire le type, qui décrit l'API que je veux créer. En voici une. Bon, est-ce que... Ouais, je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans les détails. C'est une API de type post qui prend un body, ainsi de suite. Et plutôt que de me compliquer la vie, je vais écrire juste en implémentation égale undefined. C'est un mot-clé du langage Haskell qui indique un bout de code qui compilera toujours. Le compilateur va passer dessus, ça sera toujours valable. Par contre, à l'exécution, il lancera une erreur, on aura une runtime exception comme en Java, quoi. Ce qui est très pratique pour décrire le code de manière descendante. On part du haut, on définit undefined, on laisse le compilateur faire son taf et nous donner 2-3 infos, parce que là, l'avantage, c'est qu'il va nous donner la signature qui manque, qu'on n'a pas mise, et on va le laisser faire son taf. Une fois qu'il m'a fait ça, que je copie-colle ma signature, si j'ai un peu de temps, j'essaierai de vous montrer ce genre de choses. Il va montrer la signature, je vais la copier. Ensuite, je vais prendre mon type, je vais l'ajouter au type global. L'implémentation, je vais ajouter à l'implémentation, et ainsi de suite. Et puis là, je vais pouvoir commencer à coder le contenu d'undefined, ce qui est assez pratique. Bon, je change de couche. Côté base de données. Moi, j'ai une base de données Postgre, parce que j'aime bien Postgre. Et je vais simplement exécuter des requêtes SQL. Pour ça, je vais utiliser PostgreSimple, qui, en fait, ça serait quasiment un connecteur JDBC. Il utilise des prepared statements avec les points d'interrogation. Et c'est assez génial pour ça, c'est très simple. C'est très très simple à écrire. Vous écrivez simplement vos requêtes SQL, tout simplement. Je pense qu'on a tous écrit ça en Java. C'est la même chose. Donc là-dessus, c'est pas trop perturbant. Par contre, ça a un très gros défaut. C'est exécuter. Si vous avez écrit n'importe quoi dans votre requête SQL, notamment s'il n'y a pas le bon nombre de points d'interrogation, l'erreur ne remontera qu'au runtime en exécution. Et ça, c'est triste. Parce qu'on est dans le monde Haskell. Le monde Haskell, c'est je compile tout, et le compilateur, étant ultra intelligent, nous prévient en permanence et nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Et là, on a il y a un trou dans le compilateur, quoi. Donc là-dessus, c'est pas tip-top. Bon, il y a d'autres libs qui existent, qui par contre sont extrêmement complexes à prendre en main au début. Donc j'ai préféré rester à un niveau plus basique, prendre quelque chose de simple. Et aussi, je trouve que PostgreSimple vient avec du code boilerplate qui n'est pas toujours très simple. Après coup, on le comprend, mais au début, c'est assez frontal les premières fois. Il va avoir besoin d'une ressource, il va prendre un pool, il va faire un select. Rien de bien méchant. Là-dessus, on va lui fournir la requête SQL. Ok, en soi, c'est pas du gros code, hein, on est d'accord. Mais c'est pas toujours agréable de le voir partout. Donc il faut l'isoler dans un module et arrêter d'y penser. La configuration. Alors, il y a des langages dans lesquels c'est un sujet. En Haskell, c'est absolument pas un sujet. C'est inclus nativement dans Prélude, qui est la base de Haskell. Et là-dessus, on peut l'utiliser tel quel, en fait. Alors là, j'ai un bout de code qui est un petit peu conséquent, qui permet de lire la connexion à la base Postgre. Qui permet de lire les variables d'environnement pour la connexion à la base. Ce bout de code va avoir un constructeur, connect-info, et il va aller lire chacune des variables une par une. Et si il ne les trouve pas, il va nous retourner une valeur par défaut. Voilà. Là-dessus, bon, c'est pas du code Haskell de débutant. Personnellement, je vais le copier d'ailleurs, puis je l'ai réutilisé tel quel. Parce qu'il faut, en fait, pourquoi je dis ça? Parce qu'il utilise notamment des opérateurs, tous ceux qu'on voit dans le premier bloc, là, chevron, dollar, chevron, étoile, et ce genre de trucs, c'est de la combinaison de monades et d'applicatives et de choses comme ça. Donc c'est pas automatique au début en compréhension, mais bon, on remarque bien qu'il suffit de les séquencer dans le bon ordre et puis ça marche, quoi. C'est beaucoup de j'essaie et je continue, et quand ça plante, je fais autrement. Ensuite, pour pouvoir les utiliser, on est sur un simple binaire, donc on le met dans le pass, et puis voilà, c'est parti. En déployer, Clever fait le taf, hein, donc moi, j'y réfléchis pas. Donc là,
on est sur un sujet important, les tests unitaires. Enfin non, les tests en tout genre même. Personnellement, je vais vous avouer tout de suite, je suis pourtant une ayatollah du test, j'ai besoin d'en mettre partout. Là, je me sentais tellement débordée au début par Haskell que j'en ai pas mis. Il m'a fallu bien 6 mois pour me sentir assez à l'aise dans la base de code, ma base de code, pour écrire les tests. Et pourquoi? Parce que les libs de tests, il y en a qui sont simples, il y en a d'autres qui sont extrêmement complexes. Et avant de pouvoir tester un code, il faut arriver à le comprendre et à l'exprimer de manière intelligente. Et je n'y étais pas encore, en fait, tout simplement. Néanmoins, depuis, j'ai essayé de me lancer. Il existe 3 libs qui permettent de le faire. Enfin, 3 parmi plein d'autres, mais 3 plus connus. HSpec, qui permet de faire du test spec, comme on dit. Ça existe dans beaucoup d'autres langages. En Java, je ne me rappelle plus si ça existe exactement. On va trouver, par exemple, Chai.js en JavaScript avec Shuld. Il y a RSpec en Ruby. Il y en a 2-3 comme ça. Il y a HUnit. Ça ressemble à JUnit. Hein. Rien de plus. Il y a QuickCheck, qui est un truc assez génial, mais qui est le niveau de compréhension du dessus. QuickCheck, qu'est-ce que ça fait? C'est un générateur de tests. Donc vous allez dire, par exemple, j'ai une fonction qui prend en entrée un enum. Ok, un enum, c'est simple, parce qu'il a par exemple, il a deux types. Voilà, on va dire ça. Vous allez écrire vos 2 tests pour les 2 types différents. Et le jour où vous mettez un 3e, il faut penser à modifier le test. Un 4e et ainsi de suite. Il y a plein de chances pour que vous l'oubliez. QuickCheck va faire le taf à votre place, en fait. En définissant le code, il va de lui-même exprimer tous les tests qu'il faut pour couvrir la totalité du spectre. Du même ordre d'idée, vous direz, j'ai une fonction qui prend un entier. Et là où l'être humain standard va tester 0, 1, peut-être 128 ou 42 ou des choses comme ça, QuickCheck va en plus faire les 2 extrêmes de l'entier, positif, négatif. Il va faire 2-3 valeurs à la con pour voir si ça passe. Et quoi qu'il arrive, il faut que votre test passe dans tous les cas un peu chelou. Donc là-dessus, c'est assez bien et il va se débrouiller tout seul. Un petit exemple de test. Disons que dans ma base de code, j'ai ceci. Ça, c'est du code qui existe, que j'utilise. Je vais vérifier que mon utilisateur a cliqué sur l'email d'inscription et a bien confirmé qu'il était un être humain, en fait. On essaye de lutter contre les robots qui déposent des avis assez pourris. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de code qui prend un utilisateur, qui me retourne un booléen, qui vérifie son state. Simple comparaison de booléen. Avec, en 2e ligne, un bout de code qui va aller chercher dans l'utilisateur le champ qui m'intéresse. Ce truc-là, ça prend un objet utilisateur et je vais simplement le construire. Cet objet utilisateur a un user type. C'est celui qu'on a vu au début. Et donc ce user type... Non, pardon, je ne parle pas du... Ah non, j'ai changé mon test. Je reviens sur ce que je viens de dire. Il prend un champ d'état de subscription. Je vais y arriver. Cet enum a 3 valeurs. None, send, complete. Je me tape mes 3 tests. Ça marche très bien, c'est pas sexy. S'il faut le faire pour tout le code, vous allez y passer un bout de temps. Mais ça marche sans aucun problème. Ça, c'est HSpec. L'étape d'après, j'aimerais bien le tester avec QuickCheck, mais il faut que je revoie il faut que je refacte mon code pour que ça passe. Donc on verra ça. Bien, je vous avais promis au début qu'on mettrait en prod. En fait, je vous ai un peu eu. Parce qu'en fait, si vous avez suivi tout le procédé avec la CI, Clever et compagnie, la mise en prod, c'est un simple environnement sur Clever et une redirection DNS. Hein. Je vous ai vendu du rêve, mais il n'y a rien d'autre derrière. Je vous avoue. Ensuite, les perfs. J'ai un environnement qui tourne en prod depuis maintenant quelques mois. Pour l'instant, alors je vous le dis, je n'ai pas benché mon environnement. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Mais j'ai été surprise par la qualité des retours et la rapidité, en fait. Je pense que j'en dois une partie à Clever qui fonctionne bien, mais il n'y a pas de problème de perf, en fait. Le binaire obtenu est optimisé à mort par le compilateur. Et là-dessus, il n'y a pas de subtilité. Alors, par contre, j'ai un souci de perf qui me reste. J'utilise une lib de web scrapping. Je pense que je l'utilise mal, parce que ça me fait un trou de perf absolument monstrueux dès qu'elle est appelée. Je pense que j'ai dû rater quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque? On se lance, on veut des tutos.
Moi, j'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui s'est mis à faire des live coding sur Twitch et qui, en fait, a repris exactement la même stack. Il a fait tout simplement du PostgreSQL, il a fait du Servant, et puis voilà. Et ça, voilà, vous pouvez aller voir, c'est à destination clairement des débutants. Donc il va éviter de rentrer justement dans du gros Haskell, même s'il y a des moments où on le voit coder, il s'emballe. Mais bon, ça reste très très abordable. Alors, je vais aborder les points un peu durs, parce que si vous vous rappelez bien, au début, on m'a demandé de faire du code rapide, enfin d'être rapide à livrer de la fonctionnalité, et d'avoir un code qui fonctionne bien. Malheureusement, j'ai eu un premier point dur. Ça a été le coup d'entrée sur Haskell. Haskell, c'est pas simple. Et au début, j'ai débarqué. Alors j'avoue, pleine d'ego, je connaissais plein de langages. Je me suis dit, c'est juste un langage de plus. Puis tu as déjà fait de la programmation fonctionnelle, tu as fait des maps et des lambdas en Java. Je dirais presque lol, mais en fait non, absolument pas. C'était pas juste une question de syntaxe en fait. C'est extrêmement différent. On est sur un langage purement fonctionnel. Il n'y a pas de subtilité, toute fonction est dite pure, donc vous n'aurez jamais d'effet de bord. Il y a plein de choses, par exemple, il y a une monade qui est utilisée au début, qui est IO, qu'on utilise tout le temps. Elle intervient très rapidement dès qu'on a justement des effets de bord. Et typiquement, exprimer une API, c'est un effet de bord parce qu'on part vers le monde externe. Lire de la donnée en base, c'est un effet de bord aussi. Et du coup, on se retrouve dans une monade où c'est pas toujours très agréable. Et c'est son objectif, c'est de vous rappeler que vous êtes en train de faire de la merde au mauvais endroit. Donc, soit, on apprend à en sortir et puis à apprendre à coder en fonctionnel et à avoir des fonctions pures. Là-dessus, ça fait du bien des fois. Par contre, je pense qu'il m'a fallu 1 à 2 mois pour me sentir à l'aise et lire du code naturellement, en fait. C'était absolument pas instinctif au début. On m'expliquait des choses, même des fois encore, on m'explique des trucs, j'arrive pas forcément à les retranscrire en termes de code. Il y a des grands principes, on dit simplement tu dois faire ça, et comment est-ce que je l'écris? Quel opérateur je dois utiliser? Il y a $, il y a chevron $, il y a chevron de points, je ne vais pas tous vous les faire, mais il y en a une flopée en fait. Et du coup, il faut arriver à tous les prendre. Donc je pense que j'ai passé 2 mois à avoir mal au crâne tous les soirs. Comme je disais, donc, on est sur un langage fonctionnel. Donc, typiquement, un truc tout bête, moi j'ai utilisé de l'héritage. Bah non, va falloir faire autrement, ma cocotte. On va apprendre à wrapper, on va apprendre à faire d'autres trucs. Et puis, il y a un truc qui paraît très bête, mais comme la plupart du temps, écrire du code simple à lire, c'est très compliqué. Et là-dessus, quand on se lance, on va écrire du code standard, on va dire. Là, c'est un exemple d'un bout de code que j'ai écrit au tout début. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2 arguments, un pool de connexion et un objet scrap. Ensuite, j'utilise la do expression. Ça a un intérêt, c'est que ça permet de mettre à plat du code fonctionnel, comme si on écrivait du code impératif. On s'en rend pratiquement pas compte. Je crée d'abord un seller, je récupère son type, peut-être qu'il a été créé, parce qu'on va traiter les cas d'erreur au passage. Et dans la deuxième ligne, je vais vérifier que tout s'est bien passé et retourner le code HTTP en conséquence. Ça, c'est le même code, exactement le même, au niveau du dessus. Là, je commence à chaîner et à utiliser un opérateur de monade, justement. Le résultat de la première expression sera transmis automatiquement à la deuxième. Et ça, c'est le même code encore, en version plus évoluée. Donc là, il y a des subtilités. Déjà, le type de retour n'est plus le même, parce qu'on va considérer que le pool de connexion est dans le contexte de l'appel. Ce qui est vrai, parce qu'on ne va pas tout le temps le passer à tous les appels quand même. Parce que là, je me retrouvais à transmettre mon pool jusqu'en bas, jusqu'à ma base de données. Absolument code imbitable. Et en plus, il a un gros intérêt, c'est qu'on profite d'un truc en Haskell qui est l'état réduction. On n'indique pas les paramètres fournis à la fonction dans sa signature. Enfin, on l'indique dans la première ligne, dans la signature, mais on ne l'indique pas ensuite dans le bout de code ensuite, parce que c'est une information totalement inutile. Et il va la passer automatiquement au create,
et ainsi de suite. Et là, on a le complet, le chaînage complet, on est au maximum du fonctionnel, puisqu'on voit qu'en fait, pour créer un e-commerçant, on va le créer, on va vérifier qu'il a été créé. On a toute l'information qui suffit, enfin, c'est ultra sémantique, on n'a aucun surplus. Par contre, je sais que pour atteindre ce bout de code-là, j'y suis pas encore. Il va falloir que je refacto une grosse partie de mon appli. Donc ça va faire, ça va être le prochain, on va dire le prochain mur, je pense que je vais rencontrer. Ensuite, il y a un autre point dur, la documentation. Elle n'est pas toujours facile à comprendre. Alors, elle a un gros avantage, c'est-à-dire que toute lib va exprimer sa doc à partir de son code, en fait. La doc est compilable. Si vous avez une version de la lib, la doc marche. Pas comme, je sais pas moi, prenons Amazon par exemple, on a de la doc qui date de Mathusalem et qui ne matche pas avec la librairie à côté. Là, la doc est bonne. Par contre, elle est parfois complexe. De plus, elle n'est pas toujours facile à trouver. Il y a des fois, c'est simple, on va aller lire le code. Là-dessus, ça marche bien. Des fois, on peut trouver, on a Google qui existe bien, enfin qui existe et qui est très pratique. Pardon. Il permet notamment de rechercher par signature. Google, comme Google, mais avec un H à la place du G. En Haskell, ils ne sont pas très compliqués là-dessus. On lui donne par exemple un truc qui transforme un booléen en string, et il va nous retourner toutes les fonctions qui le font. Et là-dessus, il y a celle qui nous intéresse, par exemple. Ou pareil, il suffit d'aller dans la doc de Prélude, la base de Haskell, et on va pouvoir trouver tous les opérateurs standards du langage. Tout est expliqué, on sait tout. Par contre, des fois, je me suis retrouvée sur Google à rechercher 2 points chevrons. Google n'est pas très coopératif dans ce genre de situation. C'est assez... Bon, bref. Ensuite, hop, je suis allée trop loin. Non, je vais y arriver. Des fois, on a besoin d'aide et on va rechercher sur le web. Et on va atterrir sur un post d'un gars qui a eu un problème. On pensait que c'était le même. En fait, non, parce que lui, il est bien plus loin. Et tous les mecs qui lui répondent vont répondre des trucs hyper intelligents et qui sont vachement durs à comprendre des fois. Donc c'est là, voilà, bon, c'est le moment où Haskell a ses limites, je dirais presque. Sinon, j'ai eu un autre point dur avec Servante. J'ai fait de l'authentification. Autant la basic auth, c'est dans le tuto de Servante, même directement, tout est expliqué, il suffit de le suivre. Autant le moment où je me suis attaqué au token JWT, je suis rentré dans un module expérimental de Servante. Et là, je pense que ça a gratté très très fort. Et c'est pas le seul. Il y a des modules comme ça qui traînent un peu partout sur Haskell qui sont très très durs à utiliser. Mais bon, on va pas s'arrêter qu'au point négatif quand même. On n'est pas là pour ça. Moi, j'ai envie de vous le vendre, ce langage. On va s'attaquer au point positif. Déjà, j'ai appris la programmation fonctionnelle pure. Ça a eu l'intérêt de faire évoluer mon code, tout simplement. Maintenant, mon code, disons en JavaScript, en Java, est meilleur en fait. Je réutilise les principes. J'ai réussi à épurer mon code de toutes les bêtises que j'aurais pu faire avant en Java. Maintenant, je ne les fais plus en fait, naturellement. Mon code s'est assaini. Ensuite, j'ai parlé du compilateur. Le compilateur, il est assez génial là-dessus. Il fait énormément de choses. Alors, soit on l'utilise en complet et derrière, il nous génère un binaire, soit on utilise uniquement l'interpréteur qui a un temps de réponse ultra rapide. Et du coup, on va pouvoir coder avec lui. Prenons le cas, par exemple, d'une refacto. On commence à modifier l'ordre de 2 arguments. Le compilateur va nous dire « Ah, ça compile plus, ça compile plus ». Et puis, on va pouvoir descendre tout le code comme ça. Il n'y a plus besoin de réfléchir, en fait. Et une refacto, pour moi, c'est un truc que je fais quand je suis fatiguée, en fait. Et sinon, pareil, le Joker Undefined, c'est génial. Le coup de la signature que j'ai oublié, et ainsi de suite. Donc là-dessus, les imports en trop, par exemple, aussi. Il va nous signaler tous ces trucs-là. Après, il y a un point assez rigolo auquel je ne m'attendais pas du tout. On obtient, quand on arrive à épurer le code, un code qui est lisible par un non-développeur. Au début, je vous ai présenté les data types. Rien n'empêche un product manager de lire le code, en fait. De vérifier que, oui, dans le modèle, on n'a pas oublié de gérer ce cas-là. Ou, ah oui, c'est vrai, en sortie de la dernière réunion, on avait décidé ça.
Même ce genre de choses, l'autre peut le faire très facilement. Pareil, le code peut vous servir de base de discussion. Là-dessus, c'est assez agréable parce que c'est juste des flèches, en fait. Quand on n'est pas un développeur, on voit que des flèches, ce qui est très pratique. Du coup, verdict, bon, j'ai un peu spoil juste avant, mais personnellement, j'en discutais, j'en parlais tout à l'heure, je ne me vois pas revenir à un autre langage. J'ai eu du mal à rentrer dans Haskell. Au début, je me suis posé des questions. Est-ce que c'était le bon choix? Parce qu'en plus, je devais aller vite. Et puis, au final, à mes collègues, je leur dis j'en chie, on va être plus long que ça. Et donc, j'hésitais, en fait, à un moment, en cours de route, à arrêter, puis à rebasculer sur du Node ou autre, et à me mettre à produire du code, en fait. Et au final, on a poursuivi, on a essayé, et c'est assez agréable, en fait. Maintenant, je ne me vois pas faire autre chose. Et j'ai besoin d'un compilateur qui m'aide, en fait, en plus. Donc là-dessus, difficile de faire autrement. Si vous avez des questions, sinon je peux vous montrer 2-3 trucs. Voilà, comme vous avez envie. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je viens de réveiller. Je voulais savoir si tu te sers souvent du développement interactif, le REPL d'Haskell. Oui, le GHCI, oui. C'est extrêmement pratique. Justement, on commence à... De plus en plus souvent, en fait, je me lance dans le code, basiquement, et puis tout d'un coup, ça ne marche plus. Et il y a un truc que j'ai oublié, il y a un truc que je... Bon. Et plutôt que de continuer à explorer le code et de tenter de le faire marcher, je reviens à l'état précédent et je bascule dans le GHCI, l'interpréteur directement, en fait. Et là-dessus, on va pouvoir coder directement, comme je pense qu'il y a plein de systèmes qui font ça. On va pouvoir définir nos variables, faire nos imports et coder. Et voir au fil de l'eau, tout de suite, ce que ça donne. En plus, il a un temps de réponse extrêmement rapide. Ça marche très bien là-dessus. C'est une bonne manière de faire. Une autre question. Yes. Oui, c'était pour te demander, est-ce que tu as déjà eu des soucis au niveau de l'écosystème, dans le sens où il te manque une dépendance, en fait par exemple, je sais pas, tu veux un accès à Grafana, une base graphite, est-ce que tu dis, ah non, j'ai pas de dépendance possible qui existe là-dessus? Alors, actuellement, j'ai une faible découverte de Haskell. C'est-à-dire que c'est mon besoin technique qui a drivé ma découverte. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de manque de librairie. J'ai même eu un choix à faire. Je connais quelqu'un qui a une expression qui est de dire si tu le trouves pas, c'est qu'en fait tu n'en as pas besoin. Voilà. Et il y a des chances que tout existe. Voilà, les développeurs Haskell sont très prolifiques là-dessus. Merci. Pas d'autres questions? Ah si, question là-bas, pardon. Je t'avais point vu. Bonjour, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de fuite mémoire? Et si oui, comment les as-tu résolus? Absolument aucun problème de fuite de mémoire. Là-dessus, c'était une réponse facile. Je vois même pas comment le problème peut se produire, en fait. Le compilateur accompagne tellement que quand on rate des choses, il nous le dit. Et le binaire obtenu est assez clean. Donc non, je vois même pas comment ça peut arriver, en fait. Mais c'est sûrement parce que je connais pas complètement le truc. Et donc, je suppose que, comme tu l'as dit, que tu débutais là-dedans, est-ce que tu as pu voir quand même les tests de mutation? Non. Ok. Merci. Et une dernière, non, on est good. Ok. Good. Bah, merci beaucoup. Merci à tous.